Il est l'ancien directeur du service de médecine interne à Erasme, il est l'ex-doyen de la faculté de médecine et toujours aussi passionné par la lutte contre les pratiques médicales déviantes. Alors qui est vraiment le professeur Élie Kogan avec qui nous commençons à accueillir les académiciens de la deuxième section? On va le découvrir tout de suite. Il est clair que j'ai été fort influencé par l'ambiance familiale, puisque mon père était médecin généraliste. Et cet aspect de la médecine, de la prise en charge globale du patient, était un point important. Alors, qu'est-ce qui fait choisir la médecine interne plutôt qu'une autre discipline? Probablement, c'est l'aspect global où le contact avec le patient est privilégié. Et par rapport à la médecine générale, c'est de se retrouver avec des affections plus rares, qui donnent lieu également à de la recherche translationnelle. Le professeur Abramov, qui m'a donné des leçons de rigueur, à la fois dans la clinique, mais également au niveau de la recherche. Dans le cadre de la recherche, dans la première partie de ma carrière, on allait régulièrement à Washington visiter le laboratoire des électrolytes au NIH, où Maurice Abramov avait été fellow, et c'était l'occasion d'avoir des contacts itératifs avec finalement la Mecque de la science médicale à certains égards. Je dirais que la transmission, non seulement du savoir, mais de la rigueur et de la méthode, est quelque chose à la fois d'important, d'assez fondamental et qui m'a passionné. Et ceci a justifié un certain nombre d'enseignements, mais également s'est retrouvé au niveau de la coopération en transmettant à des étudiants ou des jeunes médecins en formation un savoir complémentaire, des techniques complémentaires, mais aussi des valeurs, de manière à pouvoir exporter tout cela dans leur pays. Et c'est clair que c'était une découverte d'un monde que je ne connaissais pas, de culture que je ne connaissais pas, et qui m'a apporté énormément. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale reste un point fondamental, et le socle de la vie familiale, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, reste un élément fondamental, même s'il faut bien le dire, le temps consacré au travail est un temps considérable également. Mais cet équilibre est quelque chose de crucial. Et on parlait de transmission du savoir. Là, il y a la transmission du ballon. Et donc le sport d'équipe est quelque chose qui soude également et qui permet de beaucoup s'épanouir également. La voix de l'académie, au travers des différents experts qui la composent, est une voix qui est non seulement demandée, mais écoutée. Et de ce point de vue-là, on peut également transmettre une série d'éléments importants. Je pense que je suis un homme de contact. J'apprécie particulièrement les relations humaines, l'amitié, la fraternité et l'intelligence. Et donc je pense que je pourrais retrouver ça au sein de cette compagnie. C'est un grand plaisir d'introduire le professeur Élie Kogan, ancien directeur de service de médecine interne de l'hôpital Erasme et ancien doyen de faculté de médecine. Le professeur Kogan est un spécialiste des affections chroniques inflammatoires auto-immunes et acquises, et il a joué un rôle important dans la découverte et définition du syndrome d'hyperéosinophilie. Il a formé une école, et je peux témoigner que cette école est super utile en Belgique pour la prise en charge des patients en hématologie, avec aussi l'aide de la professeure Florence Rufos. Je dois dire que le professeur Élie Kogan a été un des piliers de la médecine interne en Belgique et un des promoteurs de l'idée de faire d'abord la médecine interne et puis les spécialités.
Et avec ça, je lui donne la parole. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, cette première projection reprend les différents aspects de ma carrière académique avec les volets cliniques, de recherche, d'enseignement, d'engagement facultaire et universitaire et de contribution à l'organisation des soins de par ma participation à différentes commissions ministérielles. Il m'a été demandé de me concentrer sur mon parcours de recherche que j'ai intitulé « Du tubule collecteur au syndrome hyperéosinophilique ». Je voudrais ici tout d'abord rendre hommage au professeur Maurice Abramov, mon mentor en recherche, mais aussi celui qui m'a transmis le virus de la médecine interne. Premier fellow de Moberg, il avait contribué à la mise au point de la technique de perfusion de tubules rénales isolées et perfusées in vitro. De retour de son séjour aux États-Unis, il a monté un laboratoire de perfusion de tubules à la Fondation médicale Reine-Élisabeth et que j'ai rejoint dès ma première année de formation en médecine interne à Bruckmann. Mon projet était d'étudier les mécanismes d'interaction entre le lithium et la réponse hydroosmotique à la vasopressine sur le tubule collecteur cortical de lapin, ceci afin de comprendre les mécanismes responsables du diabète insipide induit par le lithium chez l'homme. Nous avons pu ainsi démontrer que le lithium inhibe l'effet de la vasopressine à condition de se trouver du côté du pôle luminal des cellules, c'est-à-dire du côté urinaire. Nous avons pu préciser que les effets inhibiteurs du lithium résultaient d'une interaction avec les protéines régulatrices de l'adénylate cyclase membranaire. Enfin, l'application de la technique sur les tubules qui avaient été prélevés chez les lapins nourris au lithium précisait que l'effet inhibiteur du lithium in vivo concernait non seulement les phases initiales de l'effet de la vasopressine, mais aussi des phénomènes pupistaux postérieurs à la génération de l'ALP cyclique. Au laboratoire l'après-midi, au chevet du patient le matin, la découverte du facteur natriurétique auriculaire au début des années 80 allait permettre de comprendre les mécanismes de la natriurèse dite paradoxale que l'on retrouve dans l'hyponatrémie du syndrome de sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique. En effet, nous avons été les premiers à démontrer le rôle de l'ANF dans la natriurèse associée aux états d'antidiurèse inappropriée. 1992, c'est le début des années 90, que le hasard la rencontre avec un patient présentant un syndrome hyperéosinophilique d'origine indéterminée allait nous permettre de faire une découverte majeure dans la connaissance de ce syndrome, considéré jusqu'alors comme idiopathique. Ce sont les échanges étroits avec Michel Goldman, qui est fort à l'honneur ce matin, que nous allons identifier chez ce patient un clone de cellules lymphocytaires T au profil TH2 et de comprendre que chez certains patients atteints du syndrome hyperéosinophilique, c'est la sécrétion d'interleukine 5 par les lymphocytes anormaux qui sont à l'origine de l'hyperéosinophilie. Cette parution dans le New England était le premier jalon de ce qui est maintenant reconnu comme le LHES, la forme lymphocytaire du syndrome hyperéosinophilique. Mon intérêt avait donc migré vers la recherche translationnelle qui allait nous permettre d'étudier en profondeur la forme lymphocytaire du syndrome hyperéosinophilique avec la contribution essentielle du laboratoire d'immunologie de l'IMI et de Florence Rufos, une jeune candidate résidente en médecine interne qui avait rejoint l'équipe du laboratoire de Michel Goldman, tout en poursuivant avec moi sa formation en médecine interne. Nous avons maintenant une des plus grandes cohortes de patients atteints de cette maladie rare, en particulier grâce au dynamisme de Florence Rufos, devenue maintenant experte internationalement reconnue dans ce domaine, et nous poursuivons ensemble une recherche à la fois clinique et de laboratoire avec des parutions récentes concernant à la fois la clinique de ces patients, mais aussi l'élaboration de nouveaux outils diagnostiques permettant de détecter de manière plus efficace les patients atteints de cette forme rare de syndrome hyperéosinophilique. Nous avons ainsi pu proposer un nouvel algorithme diagnostique du LHES, mais je n'ai malheureusement pas le temps de vous le détailler ici dans le temps imparti. Parallèlement, j'ai entrepris depuis 20 ans un combat contre les pratiques médicales déviantes et la fraude scientifique.
J'ai déjà eu l'occasion d'en faire part en ces lieux précédemment. Un des combats concernait la médecine anti-âge. En 2005, Jean-Louis Van Herwegen, modérateur d'une séance des journées d'enseignement post-universitaire, m'avait proposé de traiter le sujet médecine anti-âge, science ou marketing. Il faut bien dire que mon exposé avait donné lieu à des réponses assez musclées des adeptes de cette pratique, ce qui nous avait permis d'analyser les méthodes dont les caractéristiques principales étaient de détourner de manière fallacieuse la littérature médicale. En 2007, la problématique de la fraude médicale nous avait conduit à proposer au FNRS une initiative ayant abouti à un règlement cadre relatif à l'intégrité scientifique. Depuis peu, comme vous le savez, le Conseil supérieur de l'intégrité scientifique a vu le jour. Chers collègues, il me paraît crucial, et il devrait nous paraître crucial de mettre toute notre énergie à combattre la fraude scientifique. J'ai projet de poursuivre ce combat et maintenant, avec le soutien de l'Académie, dont je suis fier de faire partie, je vous remercie de votre écoute et de votre confiance. Merci beaucoup pour votre présentation et on vous félicite pour votre contribution dans le domaine de la médecine, mais aussi dans le domaine de l'enseignement, de la protection contre la fraude.